L'invitée du matin se nomme Sandrine Adon, amis téléspectateurs et les juristes, et vous savez qu'elle nous rend régulièrement visite pour débattre de droit, et on parle de droit de la femme en ce mois de mars. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Compris. Alors, vie conjugale et droit de la femme. Ah, c'est complexe, dites-nous. Qu'est-ce que la vie conjugale et qu'est-ce qu'on doit comprendre par les droits de la femme dans la vie conjugale? Alors, la vie conjugale, c'est évidemment la vie de la femme au sein du ménage, du foyer, le caractère matrimonial de son existence. Et donc, les droits des femmes dans la vie conjugale vont faire intervenir tous les droits qu'elle a au cours de cette vie conjugale-là, donc au cours du mariage, au cours du concubinage, même si à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais dans tous les cas, tout ce qui a été mis en place justement pour assurer la protection et la valorisation de ces droits. Est-ce qu'on peut citer quelques droits de la femme dans la vie conjugale? Bien sûr. On a par exemple la liberté d'exercice d'activité professionnelle. C'est vrai que ça ressemble à un droit en dehors de la vie conjugale, mais il y a des situations où on interdit à certaines femmes, où on veut interdire à certaines femmes d'exercer une activité professionnelle parce qu'elles sont mariées. Il y a le choix du domicile, qui est un droit acquis à la femme. Elle a le droit de choisir le domicile d'un commun accord avec son époux. En cas de désaccord, c'est le juge qui tranche. Il y a également la liberté d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Et ce droit-là, la femme mariée l'a depuis 1983. Malheureusement, on ne le sait pas trop. Il y a également le droit de gérer ses biens propres librement et même d'administrer les biens dans la communauté. Donc, ce n'est pas un droit exclusif réservé au mari quand on choisit la communauté de biens, mais la femme a également le droit d'administrer la communauté. C'est prévu par la loi ivoirienne. Et puis, à côté, elle a le droit de choisir son régime matrimonial, tout autant que l'homme. Donc, elle a le droit de donner son accord. Si elle veut que le régime change, elle doit le faire avec l'accord de son époux, mais elle peut en avoir l'initiative. Donc, rien n'empêche qu'avec l'accord de son époux, elle parte voir le juge pour changer de régime matrimonial. Et même choisir un contrat de mariage, par exemple. Donc, il y a ces droits-là pour ne citer que ceux-là. Elle a le droit de garder son nom après le mariage? Bien sûr. Bien sûr. Seulement, dans le cas du nom, on va parler du nom d'usage du mari. Elle a l'usage du nom du mari. Ça ne veut pas dire qu'elle perd son nom. C'est-à-dire que quand elle se marie, elle a son nom, auquel on va ajouter épouse pour tout ce qui est document administratif. Mais elle a le droit de continuer à porter son nom. Donc, elle peut se présenter autant sous son nom de jeune fille que sous le nom du mari. Donc, c'est un droit d'usage qu'elle a. Ce n'est pas une obligation au sens typique du thème. Voilà. Vu tous ces droits que vous venez de citer, est-ce qu'on peut dire que désormais la femme est l'égale de l'homme dans la vie conjugale? Oh, oui, au sens du droit, bien sûr. Parce que depuis 2013, en Côte d'Ivoire, on est passé de la qualité de chef de famille de l'homme à la cogestion du ménage. Donc aujourd'hui, ils sont deux à guider le bateau, on va dire. Donc ils sont logés à la même enseigne. Autant l'homme a un tel droit, autant il est prévu également pour la femme. Donc il y a une sorte d'équilibre. Et dans le mariage, les deux sont égaux. Les deux sont égaux? Et les femmes ont décidé de prendre le pouvoir à Matin Bonheur. Elles sont nombreuses à nous avoir écrit. Et on va aller avec des cas pratiques. Merci en tout cas à toutes ces téléspectatrices qui nous suivent, qui nous font confiance et qui attendent les conseils de Madame Adon Sandrine. Voici le premier cas. Aïcha et son époux sont mariés depuis 5 ans. Depuis 2 ans, sans lui donner l'information, son époux a fait bloquer son salaire afin d'acheter une maison. Il ne participe plus aux charges du ménage, encore moins aux dettes du ménage. Elle veut savoir quels sont ses droits afin de l'obliger, justement, afin d'obliger son époux à contribuer aux charges de la maison. Alors, tout à l'heure, on parlait de gestion conjointe du ménage. Et ça implique que autant l'homme que la femme doivent contribuer aux charges du ménage à hauteur de leurs facultés respectives. Ce qui signifie que ce que l'homme gagne doit pouvoir intervenir dans les charges du ménage, ce que la dame gagne également. Ici, l'époux a décidé de ne pas contribuer parce qu'il a prévu acheter une maison. Le problème est qu'il n'a pas obtenu l'accord de son épouse pour une telle action.
L'idéal aurait été d'avoir son accord et qu'ensemble, ils décident du bien qui va servir, par exemple, aux charges du ménage. Dans ce cas de figure-là, la loi prévoit que l'époux qui ne contribue pas peut se faire assigner en justice. Donc, l'épouse a le droit de saisir le président du tribunal du domicile, c'est-à-dire si on est à Cocody, on saisit le président du tribunal d'Abidjan-Plateau, qui va délivrer une ordonnance qui va obliger la banque, par exemple, à prélever un certain montant qui va permettre à contribuer directement aux charges du ménage. Donc, c'est une procédure judiciaire. Pourquoi un certain montant? C'est son compte en banque? Pourquoi il bloque son salaire? Oui, bien sûr. On lui donne tout son salaire, non? Non, on ne va pas donner tout le salaire. Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est plutôt le salaire du monsieur qu'il a décidé de... Non, c'est le monsieur qui a bloqué le salaire de madame. Non, dans ce cas, ce n'est pas possible du tout. Peut-être qu'ils ont ouvert un compte commun, je ne sais pas moi, mais il a bloqué en fait. Si c'est un compte joint, il faut forcément l'accord de l'autre. Donc, il y a abus de droit dans ce cas-là. Donc, il va demander au tribunal, justement, de faire annuler l'action qu'il a posée. Moi, je l'avais compris dans le sens où il ne contribue pas, il ne contribue plus, en fait, parce que, justement, il garde son salaire pour faire quelque chose et c'est elle seule qui assume tout. C'est comme ça que je l'avais compris. Ah, moi, j'ai compris dans le sens où il a tout bloqué concernant madame parce qu'il veut acheter une maison. D'accord. Donc, dans les deux cas, le premier cas, elle saisit le juge pour que, justement, on saisisse une part du salaire du monsieur pour acheminer ça vers les charges. Si jamais c'est monsieur qui a gardé son salaire à lui. Exactement. D'accord. Dans l'autre cas, vu qu'elle a la liberté d'ouvrir un compte bancaire, de l'administrer comme elle veut, il y a carrément abus de droit. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, depuis 1983, les dames ont le droit justement d'ouvrir leur compte, mais il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Donc, avec cette situation-là, elle peut demander au juge justement de relever ou bien de lever ce droit en griffe que le monsieur a eu parce qu'il a dépassé son pouvoir, on va dire. Ah, il dépasse souvent les hommes là. Le compte ne lui appartient peut-être pas à lui seul et il a abusé de son droit, il a étendu au-delà des limites. Du coup, avec la décision du juge, on va ramener son droit là où il était pour que et lui réexpliquer les choses. Bien sûr, qu'il n'a pas le droit justement d'accomplir un acte seul pour lequel il a besoin de l'accord de son épouse. Très bien. Alors, on part cette fois-ci avec Maria et Eloge. D'accord. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble, d'accord? Maria veut acheter des biens et faire à ses enfants une donation. D'accord. Eloge souhaite qu'elle lui donne l'argent pour le faire afin d'avoir une meilleure garantie. Selon lui, il est l'homme et c'est plus sûr. Comment on peut la conseiller utilement? Moi, je sais pas, l'homme, c'est plus sûr que tu prennes mon argent, je sais pas le truc. Simplement, d'abord, Eloge n'a aucun fondement juridique pour prétendre que en plus, on n'est même pas mariés légalement. Disons, obtenir cet argent-là permettra à la procédure d'être plus sûre. Maria a le droit de faire une donation. C'est prévu par la loi sur la libéralité. On n'a pas besoin d'être marié, on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un. Il faut simplement qu'on soit majeur. Et la loi sur la libéralité, c'est la loi qui prévoit que les époux, en fait, ou bien chaque personne puisse disposer de son patrimoine comme elle le sent. Donc, ça peut être une donation entre vifs, ça peut être un legs. Et dans ce cas-là, elle va acheter quelque chose pour léguer à ses enfants. Elle n'a besoin de l'autorisation de personne. Elle décide d'acheter, elle peut acheter elle-même parce qu'elle est majeure. Elle n'est pas incapable, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui a besoin d'accompagnement ou qui se trouve dans un stand en tant que personne internée. Libre, elle agit librement, elle se rend là où on doit acheter, ou elle s'assure simplement que toutes les règles sont bien prévues, que tout est bien encadré, qu'elle ne met pas son argent dans quelque chose d'illégal. Et lorsqu'elle a ce bien-là, elle décide simplement de faire une donation à ses enfants, soit par un acte écrit, et puis elle établit que voilà, je donne ça à mes enfants. Et si ce sont des biens, des maisons, il faut que l'accompagnement immobilier se fasse par voie de notaire. Alors, dites-moi, pourquoi généralement les hommes pensent qu'on doit leur remettre notre argent parce que c'est plus sûr? On entend ça souvent. Oui, très souvent. Peut-être à cause de leur ancienne qualité de chef de famille. Moi, je pense que c'est cette ancienne qualité-là qu'ils continuent de vouloir faire prévaloir, même parfois inconsciemment, parce qu'ils sont vraiment attachés à cette qualité. Alors que la femme gère mieux, hein, disons la vérité. La femme gère mieux. La femme gère mieux. Bon. On parle d'un autre cas. D'accord. On a le père de Jackie qui veut laisser une succession à sa fille qui est mariée. D'accord.
Mais parce que c'est une femme, il veut mettre cette succession au nom de son mari, car selon lui, la femme n'a pas pleinement les droits de propriété. Jackie veut en savoir plus et être juridiquement éclairée. C'est vrai que les femmes n'ont pas pleinement les droits? Ce n'est pas vrai. Ah, les papa femmes, de Jackie, là, tu as tapé poteau, hein? Les femmes ont la pleine propriété, elles ont le droit d'avoir une propriété. C'est un droit constitutionnel, c'est repris même par le droit sur la succession. Quand on désigne les descendants, donc les personnes qui viennent après les parents, on n'a pas distingué une fille ou un garçon ou un homme ou une femme. La loi a évoqué les descendants. Donc autant l'homme que la femme a droit à une propriété. Et donc ici, le père de Jackie peut valablement léguer ce qu'il veut à sa fille. Et son droit sera consolidé par un jugement d'hérédité après si elle le veut. S'il lègue la succession en question à son beau-fils, c'est à son beau-fils qu'il aura légué. Ça ne veut pas dire que ça sera à sa fille. Tu as donné à ton beau-fils, qui va laisser ta fille le vieux enfant comment? À moins qu'il ne lègue aux deux ensemble. Mais là encore, il vient limiter le droit de sa fille. S'il veut le léguer à son beau-fils, qu'il le fasse. Mais il n'y a pas d'excuse légale pour dire que parce que c'est une femme, on va le donner à un homme. Non. La femme a acquis la pleine propriété. Et c'est un droit que tout le monde doit savoir. Peut-être qu'il se base sur les droits traditionnels, mais notre loi depuis 1964 jusqu'en 83 et maintenant 2019, la femme a la pleine propriété. Merci. Donc, mesdames, lançons-nous, on a la pleine propriété, merci beaucoup. Alors, on parle de Prisca maintenant. D'accord. Elle est étudiante en droit. Hein? D'accord. Alors, elle tente d'expliquer à sa mère les droits dont elle dispose pour obliger son mari à ne pas dépenser tout son argent, à préserver les meubles dans la maison et à réagir même quand il ne le veut pas. Mais la maman ne comprend pas. D'accord. Alors, Prisca fait bien. Parce que très souvent, on a des situations où on entend que le monsieur, parce que c'est souvent le monsieur qui le fait, a vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison et la maison se retrouve vide parce que peut-être on devait répondre de certaines dettes. Ici, il y a la loi sur le mariage avec l'article 54 qui va permettre de protéger les biens à l'intérieur de la maison. On a les articles 53 et 54 qui vont empêcher celui qui n'a pas, en fait, même si la personne se trouve dans un régime qui n'est pas commun et qu'il disperse tout son patrimoine et que finalement ça empêche le bon fonctionnement du ménage, l'autre conjoint a le droit de saisir le juge pour qu'on limite ses actions. Dans le premier cas, en ce qui concerne les meubles, il a besoin de l'autorisation de l'autre, même si ce n'est pas lui qui a acheté. Tant que ce sont les meubles qui composent le contenu de la maison, le conjoint a besoin de l'accord de l'autre. Que ce soit un mariage sous la communauté de ou biens, séparation de biens, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est ce qui est prévu par la loi. C'est une protection justement du domicile familial. Donc vous avez une maison que vous avez meublée, même si c'est vous qui l'avez meublée, tant que c'est votre domicile familial, vous n'avez pas le droit de disposer du contenu meublant de la maison sans l'accord de l'autre. De votre partenaire. Donc, ici, le père de Prisca ne peut pas justement se permettre de le faire. La mère de Prisca a le droit de saisir le juge pour annuler les actes qu'il aura faits. De l'autre côté, même s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'il veut dépenser tout son argent et finalement ne plus contribuer aux charges du ménage, on peut également saisir le juge pour l'emmener à limiter ses actions, même s'il est sous le régime de la séparation de biens. Parce que justement, sa mauvaise gestion porte atteinte à l'intérêt de la famille. Effectivement. Et puis, il y a ce qu'on va appeler l'habilitation ou l'autorisation judiciaire. Donc, si elle a besoin de l'accord du papa de Prisca pour poser un acte et qu'il ne le veut pas, ou qui refuse et que ce n'est pas dans l'intérêt du ménage, elle peut saisir le juge pour qu'on lui donne à elle tout le droit. C'est-à-dire qu'elle avait une partie du droit et lui, il en avait l'autre. Mais comme il ne veut pas, ou alors il est dans l'impossibilité de donner son accord, elle saisit le juge pour qu'on lui donne le plein droit, c'est-à-dire le droit dans son entièreté. Et le deuxième cas de figure, elle a la possibilité de demander au juge de lui donner même un droit qu'elle n'avait pas, si le monsieur est hors d'état de manifester sa volonté. C'est-à-dire que, par exemple, il a un bien, qui est une voiture, et on a besoin d'argent. Pour, par exemple, lui-même, il se retrouve à l'hôpital. On a besoin d'argent justement pour le soigner. Et c'est sa voiture. Mais on a besoin d'argent. Donc, elle demande au juge de l'autoriser à vendre ou de l'habiliter, pardon, à vendre la voiture pour que justement cet argent-là puisse servir aux soins. Parce qu'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Donc, ce sont ces droits-là dont la femme dispose justement pour garantir son patrimoine dans le ménage, pour garantir l'équilibre familial et pour permettre que, voilà, tout soit... Maître, et les messieurs qui font le déménagement sans en informer L'épouse. Genre, il a eu une nouvelle femme et il n'a pas dit à quelqu'un. Il n'a pas divorcé. Mais dans son inspiration, il vide toute la maison. La femme revient, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les voisins maintenant qui vont informer. Oui. Vous dites, ah, il y a un nouveau foyer, oh, il a pris tout pour partir. On fait comment? Idéalement, je dirais qu'elle parte aussi. Qu'elle le suive là-bas parce que c'est son ménage, c'est le domicile conjugal. Mais pourquoi on allait vivre pourquoi on n'a pas légalisé la polygamie? Un exemple, non, c'est pas une polygamie, mais je vais dire que ce sont ses affaires. Au-delà, ce qu'elle peut faire de plus logique, là c'était pour rire, c'est de saisir le juge justement pour dire que soit il a abandonné le domicile conjugal. Ensuite, elle peut demander à ce que toutes ses affaires soient restituées parce que c'est le contenu du domicile conjugal. Donc, elle peut le faire et avec l'ordonnance du juge, elle va obtenir l'accompagnement de la force publique pour aller récupérer tous ces documents. Mais maintenant, toutes ces étapes-là, genre, il faut informer le juge, le temps le juge va répondre, tout ça là, c'est pas trop long. Si, quand même. Mais il y a des structures qu'on appelle des structures de médiation familiale. Alors, ces structures de médiation familiale-là existent. Il y a des formations en médiation familiale qui permettent aux gens justement de trouver des terrains d'entente sans qu'on ne parte vers les juridictions. Ce ne sont pas des procédures... Reconnues par la loi? Oui, bien sûr. La médiation, c'est une fois que vous vous entendez, la convention vaut. Parfois, on n'a pas besoin d'aller devant le juge. D'accord. Par exemple, vous décidez de vous entendre tous les deux de comment vous voulez régler une affaire ou une situation. Quand vous vous entendez, le juge n'a pas besoin d'intervenir. Généralement, le juge intervient quand c'est prévu par la loi que le juge doit forcément intervenir ou qu'en fait, on n'a pas trouvé de solution. On va chez le juge pour qu'il tranche. Par exemple, le choix du domicile conjugal. On doit choisir ensemble. Le monsieur veut que ce soit Cocody. La dame estime que Koumassi, c'est mieux. Souvent, il n'a pas l'argent d'être à Cocody. Hein. Mais pour faire genre, il peut aller là-bas. La loi prévoit qu'en cas de désaccord, on se rend devant le juge. Mais avant d'arriver devant le juge, on peut se dire que ça sera une procédure judiciaire. Donc, on peut aller devant un médiateur qui va essayer de trouver un terrain d'entente pour nous. Si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on retourne devant le juge. Et dans ce cas, quand le juge tranche, on est obligé de s'exécuter. On le trouve où, ce médiateur-là? Il y a plein de cabinets, en fait. Ce sont des cabinets. Il y en a qui sont même au sein de certains cabinets d'avocats. Il y en a qui sont à leur propre compte, mais il y en a. Il y a la médiation familiale. Donc, il y a la médiation dans plusieurs domaines, mais dans ce cas de figure, la médiation familiale est bienvenue. Donc, ça aide souvent les personnes à trouver un terrain d'entente quand les gens de la famille n'y arrivent pas, quand le père spirituel n'y arrive pas, quand les gens qu'on respecte, les témoins et autres n'y arrivent pas. On peut aller voir la médiation familiale. Et puis, si on ne tombe pas d'accord, dans ce cas, on va devant le juge pour éviter parfois de disloquer carrément la famille. Parce que quand le juge intervient, la décision ne nous convient pas forcément, mais donc, il faut on est obligé de l'exécuter. Exactement. Alors, on parle de nos droits, bien sûr. On parle des femmes, bien tout sûr. le mois de mars. Puis les hommes se sentent un peu abandonnés. Ah, les femmes vous ont fait un peu trop. C'est pas peut-être parce que les femmes ne sont pas bien informées que la sensibilisation se poursuit? C'est surtout ça. Moi, je pense qu'au niveau de la formation, au niveau de ce qui est droit des femmes, on n'a pas toujours pris de la bonne manière. On s'est axé peut-être sur un volet et on a laissé la base. On aurait dû commencer par la bonne formation, la sensibilisation et surtout ne pas laisser les hommes de côté. En sensibilisant les femmes, il faut bien sensibiliser les hommes aussi. Il y a deux groupes, les hommes et les femmes. Si on se met à dos les hommes, je ne suis pas très sûre que notre lutte puisse prospérer, que nos droits soient véritablement atteints. Et on doit surtout faire comprendre aux hommes que les droits des femmes ne viennent pas empiéter sur les droits des hommes. C'est surtout qu'elles veulent pleinement ce à quoi elles ont droit en tant qu'êtres humains. C'est aussi simple que ça. La sensibilisation devait aussi peut-être rappeler les devoirs bien sûr. des femmes. Bien sûr. Qui maintenant, avec leurs droits, il y en a plusieurs qui écrasent des hommes carrément. Exactement. Tout à l'heure, par exemple, on parlait de contribution aux charges du ménage. Ah. Quand on parle de devoirs, on doit assumer les responsabilités qui en découlent. Et nous, les femmes, on n'aime pas toujours responsabilité où l'argent doit sortir. Alors que quand on obtient un droit,
il faut assumer les responsabilités qui en découlent et il faut comprendre nos devoirs. On ne va pas réclamer quelque chose et vouloir que ce soit les hommes qui assument les responsabilités de nos droits. Vous savez, est-ce que la religion n'y est pas pour quelque chose? Beaucoup. Je suis chrétienne, mon Bien époux, sûr. lui, il est musulman. Et puis, quand je prends le temps de lire le Coran, quand je prends le temps d'écouter les prêches des imams, je retiens, il y a des messages qui nous rappellent que c'est l'homme qui doit pourvoir aux charges de la famille, rien pour la femme. Hein. La femme le fait si elle le veut, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas notre éducation aussi religieuse qui nous emmène justement à laisser l'homme faire? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a tout cet ensemble-là. L'éducation religieuse et culturelle a contribué justement à maintenir parfois la femme dans une position d'assister. Et on attend toujours que ça vienne des autres. Mais maintenant que nous avons décidé de réclamer nos droits, de les exercer pleinement, quand on dit ou quand on défend la position de la femme ou sa posture en tant qu'égale de l'homme dans le ménage, le législateur ne viendra pas vous dire que c'est à cette hauteur-là que vous devez contribuer. C'est cela. Le législateur a prévu qu'on contribue chacun à hauteur de ses facultés respectives. Merci. Au sein du ménage, c'est aux époux de vraiment trouver le bon angle qui va leur permettre de gérer leur ménage. Il y a certains qui décident que ce soit l'une des parties qui envoie l'argent et l'autre qui contribue à la gestion du foyer. Le problème, comme on voit de plus en plus des papas au foyer. Voilà, voilà. Le problème, il faut que ce soit d'un commun accord. Il faut que ce soit volontaire. C'est lorsque justement on vient l'imposer à la femme que ça devient problématique. Vous savez quoi? À la réalisation, ils vont me donner un coup de poing si ça continue. Le temps, il est largement passé depuis un certain bout de temps. Mais vous savez, quand on parle de droits de la femme, on a tellement de choses à dire. C'est notre mois. On voudrait vous dire merci. Et puis la conclusion de cette émission vous revient en fixant... elle regarde la 6, la 5, la caméra 6, s'il vous plaît. C'est vous qui concluez l'émission. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de vie conjugale et droits des femmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes ont des droits, aussi bien dans le ménage que les hommes. Et il nous revient de l'exercer pleinement et surtout d'assurer les responsabilités qui en découlent.